Transborder. Transborder. Transborder, les savoirs suspendus des bibliothèques. Bonjour et bienvenue dans le podcast Transborder, les savoirs suspendus des bibliothèques. Un podcast mensuel autour d'un invité, une conférence ou un événement culturel agrémenté d'une chronique littéraire, musicale ou artistique. Ce mois-ci, nous mettons en lumière le photographe Abed Habida et son exposition Shibania à l'Alcazar. Bonjour Abed. Bonjour. Vous êtes photographe, mais pas que. Vous êtes également éditeur des éditions Images Plurielles, basées à Marseille, que vous avez fondées dans les années 2000. Pour souligner un peu votre parcours, vous avez travaillé comme animateur et éducateur de quartier dans des centres qui accueillaient des enfants ou jeunes adultes en grande difficulté. Vous avez commencé la photographie le jour où on vous a offert votre premier appareil photographique réflexe, vers votre majorité à 18 ans. Après une formation et des stages photo, vous avez commencé à prendre au sérieux ce mode de communication pour en faire votre métier. Abed, ces compétences de photographe, vous les avez mises au service de l'engagement social, un peu comme une passerelle avec votre propre chemin de vie, non ? Oui, ben vous avez très bien résumé mon parcours de vie. Parcours de vie, on va dire, dans un premier temps, dans l'éducation populaire, le travail social, l'aide envers l'autre, et mon parcours de vie qui a un lien avec la photographie, donc un outil, on va dire, un outil qui m'a permis de m'exprimer, quoi. Voilà, de faire du lien aussi, peut-être, entre les... Oui, je pense que on ne peut, à mon avis, on ne peut jamais dissocier un passé avec ce que ça peut nous rapporter, on va dire, comme au niveau de la photographie. On ne peut pas le dissocier. C'est-à-dire qu'on vit avec ce qu'on a vécu avant et on continue avec ce qu'on a appris. Donc, ça a l'air un peu compliqué, mais moi, j'ai travaillé en tant que travailleur social. J'ai appris la technique photographique. Et donc, ça m'a permis de lier les deux et de mêler les deux. Et c'est vrai que mon travail photo, mes actions photo sont étrangement liées avec ce que j'ai fait en tant que travailleur social. C'est vrai qu'on ressent chez vous une envie de transmettre, notamment sur les anonymes, rendre les invisibles visibles à notre regard. Comment arrivez-vous à capter la solitude du travailleur, parfois au milieu des machines omniprésentes, je pense notamment à votre ouvrage « La coquille au cœur ». Alors, il y a un ouvrage, alors « La coquille au cœur », il est vrai que c'est un travail qui a été fait de longue haleine sur une usine qui n'existe plus maintenant, qui est démantelée. C'est l'usine Shell, donc à Berre. C'est un travail de commande du CE. Et je n'ai pas fait que ça. J'ai fait un autre livre en lien avec l'industrie qui s'appelle Héritage d'héritage. C'est la mémoire de l'industrie à Marseille. Voilà. Et il est vrai que je mets non seulement en avant la machine, l'outil, la matière, mais aussi la personne qui est là pour pouvoir donc et qui est la vedette, et qui est mis en avant. C'est-à-dire que j'essaie d'isoler cette personne-là, de la mettre en avant et de pouvoir la photographier avec ce qui l'entoure et ce qu'il utilise comme matière, comme machine. Et voilà, quoi. Vous mettez en valeur le maillon fort. Donc, pour en revenir d'ailleurs à ce livre « Héritage et déshéritage », il y a une citation de l'écrivain Daniel Defoe sur Robinson Crusoe. Je cite « Un jour que j'allais à mon canot, je découvrais très distinctement sur le sable les marques d'un pied nu. Jamais je ne fus saisi d'une plus grande frayeur. » Abed, faire de la photographie, c'est créer du lien, comme on l'a dit. Vous avez fait de nombreux voyages, Maroc, Algérie, Irlande, Turquie, Kurdistan. Cette citation, elle vous parle dans le sens que l'autre, l'étranger, n'est pas un danger, mais plutôt une rencontre. Ah ben ça là, vous racontez l'histoire, on va dire l'histoire de ma famille déjà. On est issu, moi je suis issu de l'immigration, un peu comme on va dire quasiment 99% des Marseillais, quoi.
Il faut savoir que Marseille donc, a plus de 2600 ans, l'histoire, quoi. Je dirais même plus, parce que dans Héritage des héritages, donc le livre sur la mémoire de l'industrie marseillaise, il y a un anthropologue qui écrit donc, les textes et qui commence avec la grotte Cosquer. Voilà, donc. Moi, ça me touche beaucoup parce que, en fait, oui, je suis issu de l'immigration, dans l'immigration maghrébine. Et donc, pour moi, c'est important d'aller voir, ou plutôt de parler de la personne qui vient, de l'étranger, quoi, tout simplement. Ce rapport à l'autre, à l'étranger, c'est pas mal Marseille, comme vous venez de le dire. Vous avez travaillé aussi pas mal à Alger. Est-ce que vous voyez un parallèle entre ces deux villes, en dehors de l'aspect portuaire, mais d'une culture, je ne sais pas. Vous m'avez dit que vous avez animé des ateliers à Marseille et à Alger, en Algérie en tout cas. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots ? Oui, alors Alger, c'est une ville où je suis complètement tombé amoureux de cette ville. Je n'ai aucun rapport avec cette ville, hein, même si mes parents ils viennent d'Algérie, ils sont plutôt de l'Ouest. C'est une ville que j'ai découverte. On me pose souvent la question, on dit mais Marseille et Alger se ressemblent. Oui, c'est ce qu'on dit. Je dis non, je suis désolé. Pour moi, elles ne se ressemblent pas. Et je dis, bon, une sorte de plaisanterie un peu noire, quoi. Je dis, ben oui, la seule ressemblance, c'est les immeubles qui s'effondrent en fait. Okay. C'est vrai, hein, parce que, voilà. Mais sinon, cette ville-là, elle a tout d'être une ville, on va dire, repoussante. Hein. C'est très pollué. Il y a beaucoup de bruit, elle est embouteillée, on va dire, je dirais elle est sale, mais en fait elle est, je dirais, elle est magnétique, elle est vraiment attirante. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici, qui viennent vivre à Marseille et qui ressentent la même chose dans cette ville-là, et ils sont attirés par cette ville. Et je les comprends maintenant. D'accord. Il y avait, dans votre exposition, Chibani Chibanias, vous avez dit que ça partait aussi de votre histoire personnelle, du silence de vos parents qui n'ont pas voulu raconter leur arrivée en France et de dire, nous à l'époque, il fallait surtout raser les murs, quoi, comme vous l'avez dit. Et vous prenez la photographie pour médium, pour raconter cette histoire. Et la photographie, il n'y a pas de mots. Du coup, est-ce que vous avez, vous, un questionnement par rapport aux mots, en fait, parce que vous pourriez faire des documentaires et faire parler les gens, faire entendre votre voix aussi, mais votre voix, vous la mettez derrière des photos. Oui, mais déjà, comme vous le voyez donc, en interview, je ne suis pas très à l'aise avec la parole. Moi, j'ai eu cette possibilité d'apprendre la technique photographique, c'est pas pour rien. Hein. Moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas écrire. Parler, c'est pas mon point fort. Et donc, j'ai pu trouver ce médium qui est la photographie. On m'a appris la photo, à l'époque, c'était l'argentique, dans les labos, tout ça. Et puis, je me suis retrouvé dans cette technique photographique. Ouais. Cette technique photographique, vous l'avez apprise comment, ou avec qui? C'était dans le cadre aussi des ateliers, parce que d'un coup je me demande, est-ce que c'est en rapport avec votre travail de travailleur social où il y avait peut-être ces propositions-là et vous y êtes allé, vous? Non, pas du tout. Alors c'est tout simple. Moi j'habitais dans le 15e arrondissement et il y avait un animateur qui avait proposé des ateliers photos. Donc il est venu nous voir, il nous a proposé, j'ai dit moi pourquoi pas, hein, moi ça m'intéresse. Hein, Et donc il nous a appris la technique photo, labo, prise de vue, un peu les bases de la photographie. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et donc ce qui m'a permis bien après d'aller dans une école photo. Voilà. À Aubagne. C'est une école photo, mais moi j'ai fait une formation professionnelle qui a duré un certain temps.
Et c'est là où j'ai vraiment appris la technique photographique, la pratique de la photographie, mais d'une manière professionnelle. Et à partir de là, j'ai commencé à utiliser l'appareil. Du coup, vers les années 90, c'est à peu près... 91. 91, alors 80, 88, 89... à peu près, 86, 87, les ateliers photo avec cet animateur. Et puis, je suis allé à l'école en 91 à peu près. Donc, ça remonte à... Oui, ça fait un beau parcours, ça fait bon. Enfin, je n'y pas, c'est sûr. Voilà. Du coup, une dernière question. Oui, une dernière question, justement, parce que ça date des années 90, votre pratique photographique. Depuis, il y a des smartphones, il y a des appareils numériques, on a l'impression que la photographie... Tout le monde peut en faire. Voilà. Comment vous êtes approprié ces outils-là ou pas du tout? Vous continuez à travailler avec des Polaroid ou comment vous abordez le numérique en tant que photographe, quoi? Le numérique, pour moi, c'est une aubaine, parce qu'il y a énormément de professionnels qui utilisaient donc l'argentique, et c'était quand même fastidieux. Je me souviens d'un photographe qui lui faisait la photographie donc au stade Vélodrome. Quand il prenait les photos, tout de suite il allait en sous-sol développer les films. Il le faisait à la rapide. Donc après il scannait alors je me rappelle plus du nom de l'appareil, mais il scannait ses négatifs qui partaient à Paris. Ça mettait une plombe. C'était un Moyen-Âge. Qu'aujourd'hui pour moi, c'est une technique, c'est un outil qui est formidable. Sauf que l'argentique, c'est une autre démarche. Voilà. On prend la photo, du temps. On prend le temps, on ne connaît pas le résultat. J'utilise aussi la technique du Polaroid. Donc, c'est aussi une autre façon de photographier. Là, j'estime que cette technique du Polaroid, par exemple, c'est le don. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend la photo, pas tous les Polaroid, mais celui qu'on utilisait, on prend la photo, donc on attend un certain temps donc on la détache de ce papier noir. La photo ne m'intéresse absolument pas. Je la donne, en fait. Quand je fais un portrait, je donne la photo et je garde ce papier noir où habituellement donc on le jette, mais en fait c'est un négatif. Donc on fait un petit traitement chimique de base et on se retrouve avec un négatif qu'on scanne et puis qu'on peut utiliser. Voilà. D'où mon travail photographique et le livre et l'exposition qui s'appelle Algéroïde. Voilà. Donc c'est un travail que j'ai fait à Alger. Et je arpentais la ville et je photographiais les personnes. Je demandais l'autorisation. Donc après, je donnais la photo. Donc l'original, je ne l'ai pas. Mais j'ai le négatif. Vous avez d'ailleurs gardé, vous faites toujours des photos avec ce premier appareil photo qu'on vous a offert d'ailleurs? Alors, le premier appareil photo qu'on m'a offert, je l'ai toujours, c'est l'Olympus OM1. Bon, je fais un peu de publicité, mais non, je l'ai toujours et je l'utilise encore. Ah ouais, Oui. Et pour en revenir du coup à l'exposition Shibani Shibania, qu'est-ce que ça veut dire en fait en termes Shibani Shibania? C'est... Alors, le jour du vernissage, on m'a posé plusieurs questions. Qu'est-ce que c'est Shibani, Shibania? Pourquoi Shibania? Le féminin de Shibani. En général, alors les Shibani, c'est les Shibani, Shibania, ça veut dire vieux, vieille, mais d'une manière respectueuse. Ce sont les personnes, c'est les anciens en fait, ce sont les personnes qui sont venues travailler en France. Donc, moi j'ai une fourchette, c'est entre les années 40 et 70, qui aujourd'hui sont retraités et qu'on les surnomme les Shibani, Shibania. Tout simplement, ok. On accueille aussi une autre exposition dans les bibliothèques, c'est sur le boulevard National, qui s'appelle Au-delà des clichés, qui est un travail que vous avez mené avec une sociologue, c'est Claire Bullen, je crois. Claire Bullen, oui. Alors, comment vous êtes arrivé, vous, sur son travail à elle, et qu'est-ce que ça... Parce que c'est des photographies très différentes, parce que c'est pas des portraits, là, sur ce coup-là. C'est des portraits, mais dans le boulevard. Vous nous en dire oui, alors, tout mon parcours photographique, que ce soit en photographie ou en édition, ça a été des histoires de rencontres. Et Claire Bullen, ça a été le cas.
qui avait vu mon exposition algéroïde à la Galerie Maupetit et qui m'a contacté parce qu'elle faisait un travail donc, d'anthropologie, de sociologie sur tout le boulevard national, du début jusqu'à la fin. Et en fait, elle cherchait à documenter photographiquement son projet. Voilà, c'est les rencontres avec les habitants, les personnes qui travaillent, les magasins, les passants et compagnie. Et elle voulait que je fasse quelques portraits. Voilà, des portraits posés. Donc j'allais rencontrer ces personnages, je faisais les portraits. Et c'était une mission en fait qui devait durer 2, 3, 4 mois. Et en fait, elle a duré 2 ans. Parce que c'est aussi un travail, ça me touche beaucoup, parce que c'est un travail qui m'intéresse énormément, parce que c'est à la fois c'est du documentaire, c'est social, c'est sociologique, et c'est vraiment un projet, des sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc du coup, on a continué le projet, j'ai fait les photos de rue, l'ambiance, les boutiques, et c'est une exposition qui a été présentée dans 3 lieux sur le boulevard national il y a 2 ans de cela, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Cette exposition est partie à Tübingen en Allemagne. Et puis aujourd'hui, elle est donc à la bibliothèque du Merlan. Voilà, donc qui est présentée et, voilà, et j'en suis très content. C'est vrai qu'elle recoupe beaucoup de thématiques de votre travail, quoi. Absolument. Et j'ai oublié aussi de dire qu'il y avait aussi une 3e personne qui est intervenue, qui s'appelle Amel Zerorou, qui est architecte urbaniste et qui, elle, a travaillé sur l'aspect de l'architecture de ce boulevard national, quoi. D'accord. C'est un boulevard qui est extrêmement riche. Oui, très divers. Oui. Très long, très divers. Très, très divers, absolument. Donc nous commençons la nouvelle année. Là, vous avez des projets là, pour cette année 2025 ? Bon, déjà, il y en a pas mal, hein, parce avec tous ces expos. Mais vous avez des projets à venir, futurs ? Trop de projets. Ah oui ? Oui. Du grain moudre, c'est alors, il y a les projets de la maison d'édition, dont on n'a pas trop avec parlé. 3 sorties de livres entre le mois d'avril et le mois de juin. J'ai mon propre projet que j'ai réalisé durant presque 8 ans sur la Casbah d'Alger. C'est un projet qui va être en coédition avec une autre maison d'édition. C'est une maison d'édition bretonne qui s'appelle les Éditions de Juillet, donc qui devrait sortir au mois de mai-juin. Et puis il y a d'autres... qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Oui, il y a un projet qui pour nous est très important, qui est très très gros, c'est un projet sur une photographe palestinienne des années 20, et on souhaiterait donc éditer un livre en collaboration avec des Palestiniens et des historiens. D'accord. Une belle activité. Mais en tout cas, merci pour cette interview. Et pour nos lecteurs, vous pouvez profiter donc de cette expo jusqu'au samedi 1er mars. Mais je vois Raphaël qui me fait signe. Non, j'ai juste une dernière petite question sur la possibilité de rééditer le livre Shibanias, parce qu'il n'est plus édité, puisqu'il est en rapport avec l'exposition. Est-ce que vous avez la possibilité de le rééditer ou c'est pas moi, j'en ai très envie, mais si je le réédite, il sera fait différemment. Parce qu'il faut savoir que c'est un projet qui a été réalisé entre 2001 et 2003. Donc ça remonte à peu près à 25 ans. Et ça a vraiment évolué, ça a vraiment changé. J'aimerais le rééditer, donc ça demande des moyens, pas que financiers, en temps, tout ça. Donc c'était un projet il y a 10 ans. Le temps a fait que j'ai pas pu le faire, mais ça reste quelque part. Me trotte, me disant j'aimerais le rééditer. Ouais, c'est vrai que le livre il est épuisé, quoi. Ok. Mais merci beaucoup et passez une belle journée. Merci. Merci. Oui, c'est qui ? C'est la parole du lecteur. Je m'appelle Pascal, j'ai 49 ans. Alors dans l'Alcazar même depuis qu'elle a ouverte, et sinon au tout départ quand elle était encore à Saint-Charles. Ça remonte à loin et j'utilise aussi la bibliothèque des 5 avenues. Alors moi je viens surtout pour emprunter des CD, des essais, des romans et des bandes dessinées, rarement des DVD. Mais surtout oui c'est beaucoup musique et livres. Alors en termes de collection, je trouve les collections de l'Alcazar très riches, parce que pour moi c'est aussi un outil de travail, où je viens chercher vraiment des livres dont j'ai besoin pour le travail, et je trouve généralement ce que je cherche. C'est assez rare que je trouve pas le titre, donc non, c'est quand même, je trouve, très bien fourni. Et après, je suis moins familier des
de la programmation, mais il m'arrive assez régulièrement d'aller assister à une conférence ou de regarder les expositions qui sont à l'étage et qui généralement sont très bien. La seule qui est là actuellement, je l'ai trouvée très, très, très intéressante. Alors, très récemment, c'est une bande dessinée qui est déjà parue il y a quelques temps, mais que moi j'ai découvert là présentement, qui s'appelle Le choix du chômage. Ouais. C'est une bande dessinée d'un journaliste qui s'appelle Benoît Colomba, avec un dessinateur qui s'appelle Damien Cuvelier. Et en fait, c'est une grosse enquête sur l'histoire économique de la France et plus largement de l'Europe, sur de l'après-guerre à aujourd'hui. Et c'est un travail d'enquête monumental, transcrit en bande dessinée de façon très très efficace, j'ai trouvé. Je suis un inconditionnel de Jean Giono, donc je dirais d'aller à la lettre G au rayon roman. Mais voilà, La chronique du bibliothécaire. Si je vous dis figure emblématique de la movida madrilène dans une Espagne qui change à toute vitesse à la sortie du franquisme, on pense forcément à Almodóvar. Dans une interview qu'il donne à la télé espagnole à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Le Dernier Rêve, il reprend et cite John Waters, qui est réalisateur lui aussi. Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo folles. Ce qui littéralement peut se traduire par si tu vas chez quelqu'un et qui n'a pas de livre, ne couche pas avec lui. Et pour cause, chez Almodóvar, la littérature, c'est une affaire sérieuse. Il n'est pas seulement le cinéaste qu'on connaît. En 81, en pleine movida, paraît Le Feu aux entrailles, un texte de jeunesse du cinéaste qui sera plus tard illustré par Manara en bande dessinée et qu'on peut trouver à la bibliothèque. En 91, paraît Patti Diffusa et autres textes, qu'on peut également trouver dans le réseau des bibliothèques de Marseille, et qui est un recueil de divers textes parus à l'origine dans les journaux et revues espagnoles des années 80. Patti Diffusa, ou La Vénus des lavabos, c'est sa première créature de papier. C'est une star internationale du porno et des nuits madrilènes. Elle mange que des fruits de mer, ne dort pas ou très peu. La drogue et le sexe sont visiblement ses deux centres d'intérêt et elle a beaucoup de choses à dire. En 2023, il publie Le Dernier Rêve, qui a été traduit en français l'an passé chez Flammarion pour la rentrée littéraire. C'est une touche plutôt autobiographique, ça mêle fiction et autofiction. Et on peut aussi retrouver les livres en français et en espagnol dans le réseau des bibliothèques de la ville. La littérature, ça a vraiment une place importante pour le réalisateur, car même s'il écrit ses scénarios lui-même, il va aussi s'inspirer de la littérature. Dans son film « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?», réalisé en 1984 avec Carmen Saura, il va puiser son inspiration dans des nouvelles policières de Roald Dahl, intitulées « Kujigo et autres histoires à faire peur », dont s'est également inspiré Hitchcock. La voix humaine de Jean Cocteau lui inspirera 2 longs métrages et un moyen métrage. En 1986, dans La Loi du désir, la fin du monologue de Cocteau est reprise dans le film. Le personnage de Pablo Quintero, interprété par Eusebio Poncela, l'adaptant, et Tina, alias Carmen Mora, jouant la pièce. En 1988, Femme au bord de la crise de nerfs est librement inspiré de la voix humaine, et en 2020, il réalise un moyen métrage intitulé La voix humaine avec Tilda Swinton, qu'on retrouve dans son dernier film. En 1997, sort en salle Carnet Tremula, en chair et en os, qui est une adaptation cinématographique très libre du roman de Ruth Rendell, qui est une autrice britannique de romans policiers et psychologiques, et qui paraît chez Calman Levy en 1987. En 2011, La Piel que habito est une adaptation du roman Miguel de Thierry Jonquet, publié en 1984 chez Gallimard dans la collection Série Noire. C'est un écrivain qui est rattaché au genre du néo-polar, et c'est vraiment des romans noirs, ça va traiter de faits divers. Il y a aussi une satire politique et sociale dans ces romans. Pour son film Julieta, qui va sortir en 2016, il va s'inspirer de la trame de 3 nouvelles, Hasard, Bientôt et Silence, du recueil Fugitif d'Alice Munro. C'est un recueil qui va paraître en France aux éditions de l'Olivier en 2008, et elle, c'est une écrivaine canadienne qui est aussi prix Nobel de littérature. Et dans ces nouvelles-là, elle va dresser une succession de portraits de femmes confrontées à des choix sentimentaux importants, et elle va aussi nous plonger dans toute l'intimité psychologique de ces femmes. Donc chez Almodóvar, ces personnages ont des livres, ce sont des livres qui apparaissent dans les films, parfois on peut même lire les titres, et c'est vraiment des livres qui font partie intégrante des personnages. La chambre d'à côté, qui vient tout juste de sortir dans les salles françaises en ce début d'année, est le premier long métrage du réalisateur en anglais. Il est inspiré du roman de Sigrid Nunez, qui s'intitule en français « Quel est donc ton tourment ?», paru chez Stock en 2023. Dans ce film, l'une des 2 personnages principales est auteur à succès, et l'autre, qui clame le droit de mourir dignement, c'est tout le speech du film, cite à plusieurs reprises Les gens de Dublin, qui est un recueil de nouvelles de James Joyce, paru au début du siècle dernier, et Martha, donc, qui est interprétée par Tilda Swinton, fait surtout référence à la dernière nouvelle du recueil, The Dead.
On peut aussi mentionner qu'Almodovar avait abandonné un projet de long métrage envisagé avec Cate Blanchett, qui est inspiré du recueil de nouvelles de Lucia Berlin, A Manual for Cleaning Women, manuel à l'usage des femmes de ménage, publié chez Grasset en 2017. Transborder. 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 Les savoirs suspendus des bibliothèques.